Salut tout le monde! Aujourd'hui on prend la direction de la Haute-Loire, on va visiter la ferme de Émeric Duclos. C'est un copain que j'ai pas croisé depuis probablement une dizaine d'années, mais il s'est installé depuis 2 ans en framboise bio. Alors là c'est vraiment visite obligatoire pour la chaîne. On va aller voir ce qu'il fait, ça a l'air trop intéressant. Allons-y, c'est parti! Petit disclaimer, j'ai scindé la vidéo en 2 parties. D'abord, on va rencontrer Émeric et sa ferme, et dans une seconde vidéo, on fera son itinéraire technique de la framboise. Émeric est hyper intéressant, donc on a abordé beaucoup de sujets. Du coup, je vous ai mis en description les chapitres pour vous y retrouver. Sur ce, bon visionnage! Ok, comment je me suis installé? À la base, moi, j'avais fait des études en agronomie, quand même, pour me prendre très longtemps avant. En agronomie tropicale même. Du coup, après, j'étais parti sur des projets de développement dans les pays du Sud, donc un peu de l'humanitaire à long terme, etc. Donc, j'étais pas tout à fait dans le secteur. Et puis, je suis revenu en France avec un projet d'agriculture urbaine, où on avait monté une ferme sur les toits à Lyon. C'était super bien, c'était hyper pilote à l'époque. Du coup, on testait plein de nouvelles activités. Et ça a super bien marché pendant 2 ans et tout. On était en pleine émulsion de l'agriculture urbaine, mais la ville, moi, ça m'a très vite saoulé. Et ça faisait des années que je voulais planter des arbres quelque part. Du coup, je me suis mis vraiment en quête de trouver un terrain pour m'installer en zone rurale, de préférence isolée. Et en fait, j'ai cherché un peu sur tous les moyens possibles, que ce soit le Bon Coin évidemment, le truc de la SAFER, même les journaux et tout, mais c'était toujours des fermes immense, tu vois, genre hyper cher, avec beaucoup d'hectares, beaucoup de bâtiments, il fallait beaucoup d'investissement au départ. Et du coup, pour moi, ça collait pas trop avec mon budget et mes envies. Et au final, j'ai réussi à trouver, c'était sur l'équivalent du Bon Coin de Terre de Liens, maintenant ça s'appelle Objectif Terre. Et bref, et du coup, j'ai trouvé un truc et ça me correspondait bien, c'était une ferme à reprendre en fruits rouges sur 5 hectares. C'était pas trop cher à l'achat, c'était déjà en bio. Et c'était du coup en Haute-Loire, ici, là, bien isolé, au milieu de la forêt, avec une biodiversité encore assez préservée. Et du coup, quand je suis venu visiter, j'ai trouvé que vraiment le gars qui vendait était super sympa. Enfin, tous les feux étaient au vert et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure de m'installer ici, alors que je connaissais pas du tout la Haute-Loire. Je suis un peu parachuté dans le secteur. Et c'est ça, parce que je sais pas si ça te va de le dire, mais nous on vient de là. Oui, c'est ça. Et donc du coup, Du budget. on vient du budget dans là, et donc du coup c'est quand même, tu t'es retrouvé vraiment dans une autre région que tu connaissais pas du tout. Ouais. Et ça fait quoi d'arriver dans une nouvelle région? Eh ben, moi je m'attendais à arriver ici un peu comme les nouveaux arrivent dans le budget, c'est-à-dire de mettre du temps à avoir la confiance un peu des voisins, à pouvoir m'intégrer sur le territoire, etc. Mais au final, en arrivant comme jeune agriculteur bio, à reprendre cette ferme qui était déjà existante, Bernard, donc le cédant, sa famille est très impliquée aussi, à un autre GAEC pas très loin dans le bio, etc. Du coup, je suis vite tombé dans un réseau de gens qui m'ont accueilli mais les bras ouverts. Genre ça a été super bien. J'ai direct rencontré plein de gens qui étaient super sympas, qui m'ont aidé. Là, j'ai eu quelques coups durs sur les 2 années d'installation, qui ont été là, qui m'ont prêté du matos, qui m'ont donné du temps, qui m'ont apporté des conseils. Et puis même avec tous les voisins qui sont pas forcément agriculteurs, ça s'est super bien passé. Du coup, je m'attendais à prendre un peu de temps à faire mon trou et à rencontrer les autres. Et au final, tout s'est très vite passé à merveille. Et franchement, je suis super content. Je trouve que j'ai un tissu social ici qui est fort et je regrette pas du tout d'être venu m'installer là. Et donc niveau géographie, tu te sens de rester quoi? Ah ouais, bah là, j'ai envie de rester, ouais. En même temps, là, je commence à être installé paysan dans le secteur, c'est dur de partir tout le temps, quoi. Et donc du coup, la genèse de ton exploitation, c'est comme ça que tu l'as trouvée? Ouais. Après Et ben du coup, j'ai trouvé cette ferme en 2020. Et du coup, dès début 2020, en plus, c'était en période de confinement, j'étais vraiment allé chercher des terres ailleurs. Alors j'avais cherché de partout en France. On a acheté un camping-car avec ma copine pour pouvoir partir sur les terrains, aller voir donc au t'étais Pays quand même Basque, prêt à en bouger, Bretagne. quoi. Ah ouais, je m'étais dit, je trouve pas dans le budget. Ça faisait quand même un moment que je cherchais. Je trouvais pas à l'échelle de la région, il y avait que des trucs énormes, inabordables. Et les seuls trucs que je voyais, c'était à chaque fois Pays Basque, Bretagne, etc. Et du coup, on était parti pour visiter des terrains là-bas.
Et c'est en fait là-bas que j'ai trouvé cette annonce en Haute-Loire. Donc on est revenu pendant le confinement pour venir, bon ça a été plus compliqué que ça, c'est que post-confinement qu'on a pu visiter ici. Et dès qu'on a visité ici, nous là, à cette époque-là, on était salariés dans les vignes, en Drôme d'ailleurs, et en Crozes-Hermitage. Et du coup, en parallèle, j'ai commencé à contacter la Chambre d'agriculture, à dire voilà, moi je veux m'installer ici, et à lancer toutes les démarches. Et à partir de là, une fois que c'était bien lancé, que j'avais ouvert mon parcours à l'installation en fait avec la Chambre, genre avec Bernard, je suis devenu salarié pendant la cueillette de 2020. Histoire de bien voir comment ça fonctionnait, me faire la main sur les outils, etc. Et à partir de fin 2020, j'ai suivi tous les travaux pour au final être installé au 1er janvier 2021. Du coup, c'est un timing hyper serré. J'ai dû faire énormément de formations, tous mes dossiers. En plus, j'ai fait mes dossiers avec la FOG, c'est une association qui m'a accompagné à monter tout mon dossier moi-même. Et du coup, voilà, j'ai fait tous mes itinéraires techniques, mes budgets prévisionnels, etc. tout seul en 7-8 mois pour être installé au 1er janvier 2021. Et ben, du coup, moi là, je me suis installé sur 5 hectares, donc ça fait plusieurs parcelles. Et j'ai acheté en gros 1 hectare dont je suis propriétaire. Donc c'est cette parcelle-là, ça fait un triangle du bas et un triangle du haut. Et après, j'ai plusieurs autres parcelles donc, qui représentent 4 hectares sur lesquels je suis en fermage. Donc là, c'est une parcelle où je fais des essais. En gros, j'ai plein d'essais. Là, j'ai des fraises, j'ai des arbres fruitiers, j'ai des myrtilles, j'ai des cassis. Mais là-haut, par contre, c'est vraiment les parcelles en production, où il y a quasiment essentiellement de la framboise et un peu de cassis, un peu de groseille, quoi. Et comment tu as fait pour l'acheter en propriété? Et bah, c'est le gars à qui j'ai repris l'exploitation qui a décidé pour me soutenir en gros de me vendre 1 hectare en gage de confiance un peu. Tu vois. Et moi aussi, je venais pas si je pouvais pas acheter 1 hectare parce que mon objectif à la base c'était quand même de planter des arbres. Et je voulais planter des arbres sur un terrain qui m'appartenait. Voilà. C'était un peu un de mes seuls critères de base pour mon installation. Et du coup, moi j'ai repris une exploitation où le but c'était de faire du fruit frais, donc c'est quasiment tout sous tunnel. Donc c'est pas des serres, c'est pas fermé sur les bords, etc. Mais c'est juste des sortes d'arceaux pour faire un grand parapluie pour protéger les plants. Donc en surface cultivée, tu as combien de chaque? En surface cultivée, j'ai en tout, en gros là actuellement 8000 m², 7000 et quelques de framboises, 500 m² de fraises, mais bientôt 1000, et le reste en cassis groseille, quoi. Les 4 hectares, en gros, chaque parcelle, par exemple, il te faut des tournières, etc. Du coup, par exemple, sur une parcelle de 5000 m², tu peux planter que 3000 m². Et le reste, voilà, c'est pour faire une rotation. Du coup, c'est des prairies qui permettent de faire des rotations parce qu'il faut quand même laisser le terrain se refaire pendant un certain nombre d'années avant de replanter des fruits rouges, quoi. Ah oui, parce que tes tunnels, ils sont mobiles. Et ben, je les enlève ou je les réinstalle en fonction, ouais. Ce qui est rigolo ici, sur ces parcelles, c'est qu'on a un seul chemin qui est en plein milieu. Et qui ne dessert que ta ferme en fait. Oui, c'est ça, ça va nulle part. Enfin, tu peux aller te perdre dans la forêt, il y a une via ferrata au-dessus qui est très jolie aussi, où tu peux y rejoindre par ce chemin. Il y a plein de chemins forestiers. Mais ici, du coup, c'est un chemin qui est limitrophe entre 2 communes. Du coup, j'ai la moitié de mes parcelles sur une commune et l'autre moitié sur l'autre commune. Du coup, ça fait des petites histoires des fois en administratif, mais c'est rigolo. Et puis des fois, pour l'entretien du chemin, c'est pas évident, mais du coup, on essaye de se débrouiller tout seul. Du coup, là, on a une première parcelle. Il y a 1500 m² de framboises. Et donc, elles sont toutes sous tunnel, donc couvertes de chaque côté. Et du coup, c'est arrosé en goutte à goutte au pied pendant toute la saison. Et c'est palissé pour le ramassage, etc. Et là, c'est pas hyper beau, mais en gros, on les a taillés, on a sélectionné les drageons qui produiront l'année d'après. Et on a enlevé les tunnels pour l'hiver pour pas que la neige les fasse s'écrouler. Et en gros, juste on replie la bâche sur le côté, on la ferme, et puis après, en mai prochain, on les remettra. Tous tes rangs sont numérotés parce que sinon, ouais, quand t'as les saisonniers, c'est pour s'y retrouver. Ouais, c'est ça, c'est pour la cueillette, pour pouvoir dire, bon, bah, y a le rang 25 qui a été cueilli, le rang 26 il n'a pas été cueilli, et puis du coup, ça permet de se répartir sur la cueillette. Ouais. Travailles sur ta ferme avec? Bah, moi, j'ai pas beaucoup de travail du sol à faire, etc. Puis c'est des jugements qu'on a récupérés à une sorte de SPA, en gros, elles étaient maltraitées, etc. Du coup, là, pour l'instant, c'est surtout des tondeuses. Elles entretiennent les bords de parcelles, et puis elles apportent du super fumier. du coup, voilà. Mais du coup, c'est nos tondeuses. Et tu arrives à le récupérer, ton fumier? Non, vu qu'elles tournent autour des parcelles ou qu'on les fait pâturer sur les futures plantations, elles enrichissent le sol comme ça. J'en récupère un tout petit peu, mais c'est anecdotique pour mettre au pied des arbres, quoi.
Par contre, ça te fait du taf à déplacer, à mettre les... Ouais, ça prend un peu de temps, mais bon, entre dépenser du pétrole pour couper de l'herbe ou avoir des chevaux qui le font gratos, je préfère mettre des chevaux. Donc ça, c'était une prairie. Donc là, c'est les nouvelles plantations de framboisiers pour remplacer ceux qui sont très très vieux au-dessus. Donc là, il y a 2000 m² de framboisiers, il y a 2 variétés. Donc là, j'ai reproduit le même système sous couverture, sous tunnel, pour voir un peu comment c'est à la mise en place, etc. Et puis pour renouveler avec le même système que celle qu'il y avait avant. Et du coup, ça m'a appris que je veux peut-être faire un peu différemment pour plus tard. Ok, ouais, parce que là, tu as dit que tu renouvelles avec le même système parce qu'il te convient quand même. Bah, il me convient dans le sens où mon mode de commercialisation est adapté à ce système de production. Donc pour l'instant, je n'arrive pas et j'enlève pas tout pour refaire complètement différemment. Donc j'en refais une petite partie avec le même modèle et puis pour y tester. Et puis après, je vais essayer d'autres techniques un peu plus alternatives sur d'autres parcelles, mais on aura le temps d'en parler un peu après. J'ai vu de la laine de mouton en bas. Il n'y a pas que ça, mais ouais. Du coup, ici, avec la pente, c'est quand même une vraie problématique que tu as à gérer tout le temps, quoi. Et du coup, on est obligé de faire des plateformes pour à peu près tout, pour que ce soit à peu près plat. Et ici, là, c'est notre tunnel de pesée et d'emballage. Donc il faut imaginer que quand on cueille, après les fruits arrivent là, et qu'on repèse un peu toutes les barquettes, etc. et qu'on emballe, histoire d'être bon avant d'y charger dans le camion, quoi. T'en as une sur chaque parcelle ou pour l'instant, toujours là? J'en ai une ici, et puis on en improvise une sur une autre parcelle. Mais là, je vais en installer une autre plus proche des parcelles en dessous. Ouais. Donc ça, c'est les super déambulateurs pour les cueilleurs. Et donc il faut imaginer que quand tu te balades dans le rang, au moins tu es à hauteur, tu peux déplacer le déambulateur, donc le porte-plateau, tous les mètres, ramasser, et là tu as toutes tes barquettes pour mettre tes fruits dedans. Et du coup, tu peux trier un peu. On a souvent une barquette ici pour les fruits à confiture, ici une autre barquette pour les fruits premier choix. Du coup, ça permet de faire un tri déjà dans le rang, quoi. Histoire de ne pas passer 1000 ans à tout retrier ici à la pesée. Tout ça, c'est des non remontantes, c'est-à-dire c'est des framboises de saison qui produisent qu'une fois. Mais je vais essayer de mettre des remontantes sur notre parcelle. Ah ouais, t'es tout en non remontante. Ouais, pour l'instant, ouais. Et donc du coup, ta saison et l'arrivée des saisonniers, tout ça, ça s'échelonne comment sur l'année? 1 mois, 3 semaines, 1 mois même. En gros, toute la cueillette, vu que c'est toute la saison, toute la cueillette se fait sur 3 semaines, 1 mois. Cette année, c'était même moins de 3 semaines quasiment. Ah ouais, c'est hyper rapide en fait. Ouais. Mais c'était le choix en gros d'avoir un système de production tout misé sur le fruit frais. C'est que du coup, la variété de saison, elle arrive tout en même temps. Du coup, tu as toute ton équipe en même temps. Tu fais un gros volume d'un coup qui part avec un groupement de producteurs avec lequel on revend la majorité des fruits frais. Et du coup, à partir de ça, voilà, tu faisais toute ta saison en très peu de temps. C'était le choix de la ferme. Et du coup, moi là, je vais réorienter ça pour un peu étalonner un peu mieux, diversifier et tester d'autres systèmes. Ouais. Et c'est quand ces 3 semaines? C'est juillet. C'est toujours juillet. En gros, fin juin, fin juillet pour une année sèche et chaude, et mi-juillet, mi-août pour une année où ça a pris un peu de retard. Mi-juillet, mi-août, même avec les bâches? Ouais, c'est parce que c'est les 1000 mètres. Et on est à 1000 mètres d'altitude. Mais c'était tout l'intérêt à l'origine, la framboise en Haute-Loire, ça a été quelques personnes qui se sont dit tiens, on va mettre des framboises en altitude avec des couvertures de plastique pour désaisonner par rapport à la plaine et arriver sur le marché en décalé, quoi. C'était l'origine de la framboise en Haute-Loire, c'était ça. Du coup, tu montes à combien de saisonniers? Et bien là, au plus gros de la saison, à la mi-juillet, on a entre 15 et 20 saisonniers qui cueillent. Et du coup, bon, moi j'ai fait le choix par exemple cette année d'avoir que des jeunes du coin. Donc c'est des lycéens qui cherchent à faire 3 sous pendant l'été, donc c'était super bien. L'année d'avant, j'avais fonctionné avec surtout de la famille et des amis. Donc voilà, j'essaye différentes manières. J'ai fait le choix de prendre des petits jeunes ou de la main-d'œuvre française, etc. pour avancer, mais qui ne cueillent pas forcément hyper vite. Alors que moi, je vois mes autres potes producteurs, ils font souvent appel à de la main-d'œuvre étrangère, mais du coup, qui font travailler beaucoup plus avec une certaine pression de travail. Du coup, ils font à la fois une paye un peu au rendement et à l'heure, qui est un peu mix. Moi, j'avais fait le choix de faire un mix ici, mais c'est quand même des situations qui ne sont pas toujours évidentes, et je pense que c'est des questions à se poser en profondeur, parce que gérer de la main-d'œuvre, c'est compliqué.
Et moi, je vais quand même essayer de tendre vers moins de main-d'œuvre, ouais. Beaucoup moins de main-d'œuvre. Il y a une équipe plus resserrée, de confiance, avec qui on peut avancer efficacement et voilà, en sérénité, quoi. Sur cette histoire de main-d'œuvre, pour bien comprendre l'enjeu pour toi, c'est que ça ne représente que 3 semaines dans ton année. Ouais. Mais en fait, c'est le cœur de ton métier, quoi. Ah bah c'est exactement ça, ouais. Et même quelque part, c'est presque le but. Enfin, moi, quelque part, je vois ça aussi comme l'opportunité de permettre aux gens d'avoir un taf qui est pas désagréable pendant une période de l'année. Ah non. Horrible. Horrible. On a changé d'angle parce que j'ai eu un problème de batterie d'appareil photo. Sur le salariat, pour qu'on me comprenne bien, parce que je sais pas si tout le monde se rend bien compte de ce que ça implique dans la tête d'un agriculteur. Mais du salariat, t'en as 3 semaines par an. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est hyper central dans ton travail, c'est hyper central dans ce qui te prend la tête sur toute l'année. Ouais, parce que du coup, il faut sélectionner les gens, donc déjà rencontrer les gens, ça leur expliquer où ils mettent les pieds, toi essayer de savoir si ça correspond bien aux gens de pouvoir venir bosser ici, et surtout, enfin, l'objectif dans un projet comme ça où la main d'œuvre, elle est quand même, c'est quand même eux qui ramassent les fruits et qui sont la base de ton activité, c'est de faire en sorte que ça se passe bien et qu'il y ait une bonne ambiance conviviale, de permettre aux gens de travailler, d'avoir un travail qui est valorisé. Et du coup, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et d'énergie. Et je dirais que beaucoup de nos pratiques, en fait, elles sont axées vers faciliter le travail du cueilleur et faire en sorte que du coup, ce soit bien, quoi. Quelque part, on est content de pouvoir embaucher ses potes et leur dire, bah, vas-y, viens travailler et on va valoriser ton travail ensemble. Enfin, c'est génial de pouvoir embaucher des gens, quoi. Alors, comment tu commercialises 3 semaines de framboises ? Ouais, alors bah, du coup, tout l'enjeu d'un système comme ça, c'est que tu as beaucoup de fruits frais d'un coup. Et du coup, moi là, j'ai repris cette ferme dans un système de commercialisation avec un groupement de producteurs. Donc j'ai continué avec ce groupement. En fait, on vend essentiellement des barquettes de 125 ou 250 grammes de fruits rouges à du coup des grandes et moyennes surfaces, des restaurateurs, des transformateurs, etc. Et du coup, on met en commun nos productions bio avec les autres producteurs bio du secteur. Et du coup, on vend ensemble. Et du coup, ça nous permet de toucher des Biocoop ou des La Vie Claire ici. Mais aussi, je sais pas, par exemple, des transformateurs, on connaît les Terra Délices, les glaces ardéchoises, etc. qui du coup permettent d'avoir assez de volume pour les fournir eux. Donc ça, c'est une grosse partie de mon fruit frais, mais la moitié de mes fruits, en fait, je les ramasse pas en fruits en barquette comme ça, mais en fruits à confiture. Et donc là, je fais de la vente directe, où il y a tous les gens du coin, en fait, qui recherchent souvent des framboises pour faire leur confiture. Donc ça me permet d'écouler quasiment 50% de mes fruits. Et là, justement, depuis quelques temps, je tente un peu l'autocueillette, où il y a des gens qui viennent directement cueillir sur la parcelle, quoi. Et du coup, ça me fait 3 modes de commercialisation. J'ai essayé de faire les marchés, mais c'est vrai que du coup, vu que nous, on ramasse beaucoup de fruits par jour en période de production, c'est dur de tout écouler sur les marchés, quoi. Et en self-cueillette, t'as pas trop de problèmes de gens qui ramassent pas tout, qui... Et ben en self-cueillette, en fait, il suffit de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Enfin, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je prends les gens, je vais dans le rang, je leur dis voilà, l'idée c'est de ramasser ce rang-là, de bien passer des deux côtés, de ne pas en oublier parce que moi, ça a des enjeux de parasites. Je leur explique le problème de la mouche, etc. Et du coup, les gens, ils sont très compréhensifs. Je leur dis qu'il faut bien se baisser, bien écarter les feuilles, pas en oublier, etc. Et en expliquant, en fait, ils sont assez intelligents pour savoir quoi faire, quoi. Et en général, les gens qui viennent jusqu'ici faire de la self-cueillette, c'est pas pour oublier. C'est pas pour avoir des fruits trop faciles. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis si, moi, je suis super content. Ouais. Je suis super content de ça. Et ça a réussi à baisser le prix de beaucoup ? Ouais, quand même. Enfin, pour les gens, c'est super intéressant parce qu'ils ramassent à la fois, ils ramassent surtout du deuxième choix, mais il y a aussi des très belles framboises et du coup, ils sont super contents parce que ça fait des fruits d'hyper qualité, quoi. Du coup, là, pour l'instant, entre le groupement de producteurs qui me permet de prendre tous mes fruits premier choix quasiment, qui sont assez bien valorisés parce qu'on arrive à vendre tous ensemble à des prix assez corrects. Et du coup, la vente directe pour tous les fruits à confiture, ça me fait déjà une bonne base de commercialisation. Ouais. Et donc un groupement de producteurs qui produit autant de framboises au même endroit, ça part pas au national ? Ça part un petit peu au national, enfin ça part beaucoup dans la région, quoi.
Ça part évidemment Le Puy, Saint-Thé, Lyon, il y en a même qui vont jusqu'à Valence, je crois. Et voilà, après ça va peut-être un peu plus loin. Et toi, tu es investi dans ce groupement de producteurs? En tout cas, on passe quand même pas mal de temps ensemble. Alors, dans le groupement de producteurs, en tout, il y a à la fois des bio et des pas bio. Mais du coup, avec les bio, on se regroupe assez souvent. On a énormément de réunions. On a des thématiques qu'on aimerait approfondir sur les pratiques, sur les apports, la vie du sol, l'utilisation en eau, le temps de travail, la main-d'œuvre. Enfin bref, histoire d'avancer sur tous ces sujets-là ensemble et de pouvoir faire des essais du coup entre nous et d'avoir un peu plus de recul sur certaines choses, quoi. Et en particulier le temps de travail. J'allais te faire la transition du coup. Temps de travail, vas-y, parle-nous de ça. Et nous, là, dans ce groupe de bio, de producteurs bio, on essaye là de rentrer dans un nouveau label. Mais bon, c'est une excuse, mais en gros, on travaille sur notre temps de travail pour savoir vraiment combien de temps, et en fonction du nombre d'heures qu'on passe, quelle valeur a un kilo de fruits rouges, quoi. Et du coup, on passe en particulier, on note du coup toutes les heures qu'on fait tous les jours et qu'est-ce qu'on fait comme taf pour essayer d'évaluer combien d'heures on met sur chaque tâche. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet, de savoir vraiment combien de temps tu passes à produire ton kilo de framboise. Ça permet aussi de se comparer par rapport aux autres. Par exemple, s'il y en a un qui met 2 fois moins de temps, du coup ça va permettre d'échanger sur les pratiques. Et ça permet après d'avoir un recul sur toi, ton temps de travail global dans ta vie par rapport à ton activité de paysan, quoi. Et du coup là c'est vrai qu'on arrive à des horaires de travail qui sont assez intenses et du coup on réfléchit à comment optimiser ça ensemble, avancer sur les thématiques, quoi. Et donc toi dans ta vie ça fait quoi? C'est compliqué à dire. Alors, en période de cueillette, là en plein mois de juillet, on est sur des semaines interminables de 70, 80, 90 heures, enfin des trucs où tu dors pas, tu es tout le temps à fond. Et comme c'est hyper saisonnier, à l'inverse, en janvier, février, tu peux te faire des semaines à moins de 20 heures, quoi. Mais c'est vrai que c'est des choses qui, du coup, se calculent après sur l'année. Et là, j'ai pas fini de faire un cycle complet sur l'année pour pouvoir te donner les chiffres exacts, quoi. D'ici la vidéo, tu auras sûrement fini? Peut-être, on pourra faire un recul là-dessus. Allez, je le mettrai dans la vidéo si j'ai reçu. On peut se faire un gros point financier sur ton installation, tes revenus. Je suis intéressé aussi par le prix au kilo de la framboise là, que tu arrives à toucher. Carrément. Et alors, du coup, moi je suis parti d'un projet d'installation où j'avais quasiment pas de sous à mettre pour m'installer. Du coup, je cherchais vraiment quelque chose d'assez accessible. Et ce que je dis tout le temps, c'est que je me suis installé du coup avec 100 000 € d'investissement sur 4 ans. Ça, c'était l'objectif. En gros, je mettais 50 000 € la première année, avec un gros apport de DJA, du coup, vu que je m'installais avec la DJA, pour acheter les plantations en place, les tunnels en place, le système d'irrigation en place, le matériel qui me permettait de mener à bien les cultures au cours de l'année. Donc ça, c'était l'achat de base. Plus après des investissements sur les années suivantes de replantation pour les vieilles framboises que je voulais renouveler et d'investissement dans du matos, genre un camion pour livrer les fruits, enfin ce genre de choses. Donc, du coup, je dis toujours, je me suis installé à 100 000 € avec 50 000 € une première année, puis 50 000 € ventilés sur les 3 années suivantes. Et donc l'objectif, c'était du coup de faire un crédit sur une petite partie, mais surtout d'apporter l'apport en DJA au début. Donc DJA comme tes zones de montagne là, ouais, je suis à quasiment 50 000 € de DJA, quoi. Bon, sachant qu'on en touche 80% en première année, si je ne me trompe plus. Et du coup, j'ai touché 40 000 € la première année. Donc ça m'a permis de faire un crédit que de 20 000 € en gros en complément pour acheter un peu de matos complémentaire et finir d'acheter tout ce dont j'avais besoin pour me lancer. Et j'ai refait un crédit en deuxième année de 16 000 € pour des nouvelles plantations, ce qui me permet d'un peu de ventiler les investissements, pour une activité qui est censée produire 4 tonnes de framboises à en moyenne 10 € le kilo. Donc une activité à 40 000 € de chiffre d'affaires. Sachant que sur ces 40 000 € de chiffre d'affaires à l'année, il y en a quasiment 50%, c'est la main d'œuvre pour du coup cueillir les fruits.
Et les 50 autres pourcents, c'est censé être mon revenu plus les coûts, les charges de structure, les amortissements, les assurances, la MSA, les fermages, enfin bref, tous les coûts associés, les assurances, la banque, enfin bref, toutes ces choses généralistes. Et moi, du coup, ce que j'avais essayé de viser, c'était pas de revenu en première année, un revenu à 500 € par mois en deuxième, 800 € par mois en troisième, et du coup un SMIC en quatrième, qui est l'objectif de la DGA. Du coup, moi, j'ai eu quand même pas mal de coups, de petits coups durs entre ces 2 années d'installation, là, 2021 et 2022. 2021, on s'est tapé un gel assez durement, qui a quand même réduit les productions, et une année, vraiment un mois de juillet, parce que moi la majorité est en juillet, pourri, parce qu'il faisait froid, c'était hyper humide, etc. Donc des fruits qui ont mis du temps à mûrir, qui ont été en moins grand nombre, qui étaient de moins bonne qualité, etc. Du coup, ça a été une année difficile. Pour les cueilleurs, c'était horrible de cueillir, il faisait 8 degrés, c'était l'hiver quoi, dans les serres, du coup des rendements qui sont pas top. Et en deuxième année, en 2022, une année de sécheresse majeure où moi je me suis retrouvé avec une situation où j'avais plus d'eau à partir de fin mai. Parce que normalement j'arrose avec une retenue d'eau. Elle était vide fin mai, début juin, et du coup j'ai couru toute la saison à chercher de l'eau à droite à gauche. Et il y a eu le manque d'eau a fait qu'il y a eu moins de rendement, donc, et des fruits de moins bonne qualité, donc moins valorisables. Donc année pourrie aussi. Donc le fait que ces deux, et puis plein d'investissements en urgence pour essayer de pallier à ce manque d'eau, et donc acheter du matériel pour aller pomper de l'eau à droite à gauche, etc., des tuyaux pour aller chercher de l'eau plus loin, enfin bref, la galère totale. Et du coup ça fait que là j'ai toujours pas de revenus. Mais après 24 mois. Après, ouais, pas tout à fait 24 mois, ouais. Mais du coup, ce que je vois aussi, c'est que en fait, mon activité me permet de vivre, quoi. Enfin, j'ai quasiment pas de frais de vie à côté, quoi. Très peu. Et puis la ferme se modernise entre-temps. Oui, et entre-temps, par contre, je fais des nouvelles plantations. Mon activité, elle devient de plus en plus résiliente, on va dire, parce que je fais face à des aléas qui m'obligent à m'adapter. Et voilà, quoi. Du coup, petite galère pour les 2 années d'installation, mais j'espère que des années comme ça va pas être la norme, même si je sais que c'est amené à se reproduire, et que du coup je vois les choses un peu différemment, et je vais sûrement modifier pas mal d'itinéraires de culture. La moitié de tes charges, c'est la récolte. Donc là, c'est un chiffre qui est important pour les gens, parce que faut vraiment se rendre compte que quand la framboise elle est vendue 10 balles le kilo, en fait, il y a une grosse partie, c'est le coût de la récolte. Ah bah oui, clairement, il y a 5 balles, c'est les cueilleurs, quoi. Enfin, il y a la moitié du prix de la framboise, c'est les cueilleurs. Et puis après, il y a un temps pour nous qu'on consacre aux cueilleurs dans l'encadrement, l'administratif, faire les papiers, faire les contrats, faire les bulletins de paye. Enfin bref, tout ça, c'est du temps énorme. C'est sûr que moi, je me vois plus... j'ai l'impression qu'une grosse partie de mon activité, c'est d'encadrer de la main-d'œuvre et de gérer une équipe, en fait. Et donc là, tu as une mare. Ouais, alors ça, c'est la retenue d'eau qui me permet d'irriguer mes plantations. Donc, qui était parfaitement translucide, mais qui est devenue verte avec cet été un peu bizarre. Donc ça, c'est de la lentille d'eau. Donc c'est juste des petits trucs qui poussent sur l'eau. C'est de la lentille verte du puits. Mais du coup, je sais pas encore si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, ça vient de se développer. Mais dans cette retenue d'eau, il y a au moins 1000 mètres cubes de réserve. Et du coup, c'est là-dedans que je pompe mon eau pour mon irrigation. Donc là, c'est la pompe qui aspire l'eau, qui passe dans un premier filtre à gravier, donc pour préfiltrer l'eau, qui après repasse dans un filtre à tamis, avant de partir dans le système de goutte à goutte. Et du coup, l'eau, elle est quand même montée jusqu'à plus de 70 mètres de haut, parce que les parcelles sont un peu hautes. Donc c'est une pompe qui est quand même assez puissante. Et donc ça, c'est ta parcelle d'avenir. Oui, c'est ça. En gros, ici, c'était une parcelle qui était une vieille culture de lentilles. Donc moi, j'ai replanté une prairie un peu pour restructurer le sol. On a fait pâturer les juments pendant quelques années. Et là, j'ai envie de faire des essais avec des haies fruitières. Donc alterner des haies fruitières, donc de
d'arbres fruitiers, de pommes, de prunes, de poires, alternés avec des haies de fruits rouges, donc de cassis, de groseilles, de framboises, et d'avoir assez d'espace entre les rangs pour pouvoir faire pâturer les juments, pour limiter la mécanisation pour l'enherbement. Je vais pas y couvrir pour essayer d'avoir des sols vivants de partout, parce que le système avec les couvertures plastiques, ça fait que le sol il meurt en interrang, ou alors il est recouvert d'une toile tissée. Et avec des années comme ça, où on a des risques de sécheresse majeure, moi j'ai envie d'avoir un sol vivant qui soit capable de garder de l'eau, parce que quand j'aurai de nouveau plus d'eau dans cette réserve, il faut que mon sol il soit un peu plus résilient, un peu plus vivant, il faut que voilà qu'il ait la structure adaptée pour maintenir tout ça. Mais mon pâturage avec entre les rangs, il va me permettre d'apporter un peu de fumure au sol. Et du coup voilà, je vais faire un essai, et ce sera du coup beaucoup plus diversifié. Un peu plus extensif, et voilà, je vais voir ce que ça donne. Et tu vas vendre ça où du coup? Et le but, ça va être de faire un peu d'autocueillette sur cette parcelle, et ça va être essentiellement des fruits à destination de la transformation, parce que non couverts, c'est plus difficile de faire du premier choix. Du coup, ça me permettra d'avoir à la fois les parcelles en premier choix, couvertes, etc. en haut, et cette parcelle-là à destination plus de la transfo et de l'autocueillette. Du coup, ça me permettra de diversifier un peu plus mon activité. Et puis tu centralises l'autocueillette sur une seule et même parcelle. Ouais, c'est ça, qui est en plus au début du chemin. C'est facile de stationner, de communiquer autour de ça, de tester différentes variétés, du coup, voir ce qui se comporte bien ici, parce que mine de rien, avec ce changement de climat, on va pouvoir voir un peu comment de nouvelles variétés se comportent en altitude. Et voilà, en gros, d'essayer de développer un système un peu plus résilient, moins dépendant de plastique, moins dépendant de pétrole, moins dépendant de goutte à goutte, et avec du coup un paillage plus important, une vie du sol plus répartie, une diversité de production, enfin voilà, essayer autre chose. Moins dépendant de goutte à goutte, parce que là tu vas arroser comment? Je vais arroser, mais j'estime que ce système sera plus capable de résister à des coupures d'arrosage. Si j'ai plus d'eau, que j'ai pas des plants qui instantanément souffrent du manque d'arrosage en goutte à goutte en saison. Tu nous as parlé tout à l'heure des difficultés que tu as eues les premières années. Est-ce qu'il y a vraiment des réussites qui t'ont vraiment chauffé, quoi? Eh ben, globalement, déjà être arrivé dans un territoire que je connais pas du tout, m'être installé au final en fruits rouges, en framboise en particulier, j'avais pas énormément d'expérience. D'avoir pris en main tout cet itinéraire de culture, d'avoir géré toute l'installation, en plus avec des gigas, il y a un max de dossiers, des trucs à rendre, il y a plein d'interlocuteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude d'échanger, les DDT, les chambres, les affaires, les machins, etc. De réussir à gérer tout ça, tout en menant de front une première saison qui était pas évidente, avec de l'encadrement d'équipe un maximum, de réussir à faire en sorte que tout se passe bien dans l'équipe, de gérer toute la partie commercialisation derrière sans aucun problème majeur. En vrai, je suis quand même assez satisfait. En gros, tout a marché parfaitement. Ce qui a fait à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, c'était toujours un peu le climat et donc le manque de rendement. Mais tout le reste, en gros, c'est super bien passé. Et donc du coup, c'est hyper encourageant, parce que ça veut dire que s'il y a une bonne année, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc pas de regret. Ah, zéro regret. Zéro regret. Qualité de vie max. Niveau matos, du coup, qu'est-ce que t'as pour gérer tout ça? Eh ben alors, moi déjà, je suis mécanisé, donc j'ai un tracteur. J'en ai même un deuxième qu'on m'a filé il y a pas longtemps que je répare là. Et donc pour gérer l'enherbement entre les rangs de framboises et pour tailler toutes les tailles de framboisiers, j'ai un gyrobroyeur, donc qui permet de tailler les tailles, de couper les tailles en petits morceaux pour les réapporter au sol. Donc on pourrait dire que ça a des problèmes en termes de maladies, parce que du coup tu n'exportes pas tes tailles qui sont potentiellement porteuses de maladies. Mais bon, il y a beaucoup de gens là en framboise, en bio, qui font ça et qui ne voient pas d'inconvénients majeurs, donc pour l'instant je fais ça. Puis c'est hyper pratique. Du coup j'ai un tracteur qui me permet aussi de m'aider à trimballer mes tunnels, à balader mon compost pour déposer mon compost dans mes rangs, etc. Et après, du coup, pendant la cueillette, j'ai un lieu avec une chambre froide. Donc en gros, ce hangar, je loue les 3/5 du hangar. C'est-à-dire que de cette partie de la porte, c'est ma partie sur la droite, et sur la partie gauche, c'est le propriétaire qui a conservé une partie. Et donc dedans, je peux stocker du matériel et aussi, du coup, en saison, stocker mes fruits dans une chambre froide. Donc j'ai installé la chambre froide dans ma partie ici,
Et elle tourne qu'en juillet, du coup, à la période où il y a des fruits. Et du coup, ça, c'est un super outil. En plus, j'utilise que 1 mois par an, du coup, en termes de consommation électrique, c'est pas énorme. Et ça permet vraiment de garder les fruits d'un jour sur l'autre si jamais on les accueille tard, qu'il faut les livrer que le lendemain. Enfin, vraiment, ça permet de faire un tampon entre tout ça. Ce hangar, ça me permet de stocker mes emballages, mes cagettes, mes cartonnettes, les barquettes, etc. Et puis, j'ai un espace atelier, donc, qui est un peu en bordel, avec pas mal d'outils, un espace de travail, parce que c'est quand même pratique de pouvoir bricoler souvent. Et c'était ma question d'après. Toi, tu n'as pas fait d'études de mécanique, tu tâtais pas trop de mécanique avant? Pas trop, sur des Super 5, quoi, mais c'est tout. Et du coup, ça, c'est pas un gros défi? Eh ben, en fait, il suffit de s'y mettre, hein. Techniquement, c'est pas inaccessible. Je sais pas, j'ai eu pas mal de petits soucis sur des tracteurs, j'ai dû bricoler un peu le pont, des marreurs, des rotules de direction, un peu d'hydraulique, changer, faire les vidanges, les machins comme ça. Et au final, il suffit un peu de s'y mettre et en cherchant un peu des tutos sur internet et les notices des tracteurs, en fait, on a quand même pas mal de choses. Et voilà, mais oui, en tout cas, c'est quelque chose, il faut s'y mettre, ouais, bricoler, réparer son matériel quand il casse, etc. Ça, c'est pas mal, j'ai appris à souder cette année. Ça, c'est pas mal pour avancer dans le bricolage. Et puis aussi, ce hangar, c'est vrai qu'il n'y avait rien. Du coup, j'ai dû installer l'électricité, du coup, j'ai pu installer les lumières, des prises un peu de partout, etc. pour pouvoir bricoler et me sentir bien ici, quoi. Merci Émeric de m'avoir reçu, c'était déjà trop top de le revoir et puis trop intéressant de visiter sa ferme. Si vous êtes intéressé par son itinéraire en framboise bio, j'ai compilé tout ce qu'il m'a dit dans une autre vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Alors pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas la rater. Si vous avez des questions à lui poser, allez-y en commentaire, je suis sûr qu'il sera très content d'y répondre et d'échanger avec vous. Et sinon, je vous dis à bientôt! C'est un gros plan, mais... Ouais, ok, vas-y, prends plus large alors. Un intermédiaire peut-être. Qu'on voit 2-3 cagettes vertes.